Maintenant, passons à certaines nouvelles de dernière heure. L'actrice Lonnie Anderson est décédée quelques jours avant son 80e anniversaire. Son publiciste dit qu'elle est décédée dans un hôpital de Los Angeles. Lonnie Anderson savait que la fin était proche, mais elle avait encore tellement de choses, à dire qu'elle les a chuchotées à Bob Flick juste avant de rendre l'âme. Ce n'est pas la gloire, la zone noire, la fortune ou le pardon qu'elle a demandé, c'était quelque chose de bien plus personnel et déchirant. Pourquoi a-t-elle attendu d'être au bord de la mort pour révéler ce dernier souhait? Et quel secret a-t-elle emporté avec elle qui pourrait changer la façon dont le monde se souvient d'elle à jamais? Rejoignez-nous pour découvrir ce que Lonnie Anderson a dit à Bob Flick quelques semaines avant sa mort. Une histoire d'amour qui a mis 45 ans à se dérouler. 1963, lors d'une première de film à Minneapolis, une jeune femme se tenait nerveusement à côté de 4 musiciens de Seattle. The Brothers Four venaient de voir leur chanson Greenfields atteindre la deuxième place des charts pop. Bob Flick, l'un des membres fondateurs, a souri pour l'appareil photo tandis qu'un photographe de journal local prenait leurs photos. La femme à côté de lui était Lonnie Anderson, choisie comme fan chanceuse pour ce moment coulisses. Ni l'un ni l'autre ne savait que cette seule photo resterait stockée pendant 45 ans. Flick est retourné à sa musique. Il avait commencé The Brothers 4 avec 3 amis de l'université de Washington, John Payne, Mike Kirkland et Dick Foley. Ils n'étaient que des musiciens de campus à l'époque, ne rêvant jamais de devenir professionnels. Nous n'avions aucune idée ni rêve de devenir des musiciens professionnels à cette époque, se souviendra plus tard Flick. C'était toute la musique sur le campus. Anderson a quitté cette première et est entré dans une décennie de rejet. Après un petit rôle dans Nevada Smith de Steve McQueen 1966, elle n'a pas trouvé de travail. Près de 10 ans se sont écoulés, les apparitions dans SW8 et Policewoman payaient à peine les factures. Elle a auditionné pour Chrissy dans Three's Company et a été refusée. Pendant que Anderson luttait contre le chômage et les relations ratées, Flick a bâti sa carrière composant de la musique pour des émissions de télévision et des documentaires. Il a continué à jouer avec The Brothers Four, mais il vivait dans des mondes complètement différents. Le premier mariage d'Anderson avec Bruce Hasselberg n'a duré que 2 ans. Son deuxième mariage avec l'acteur Ross Bickle s'est effondré après 7 ans. Elle a déclaré aux journalistes des années plus tard que le mariage lui donnait l'impression d'être cage. Elle ne pouvait pas respirer lorsque quelqu'un essayait de contrôler sa vie. Puis vint Bert Reynolds. Leur relation de 12 ans est devenue toxique, violence physique, paiement de pension alimentaire tardif, un divorce qui a traîné pendant 22 ans. Anderson a commencé à croire qu'elle n'était pas du tout faite pour le mariage. Flick n'a jamais cessé de faire de la musique. The Brothers Four ont continué à tourner. Il a arrangé des chansons, produit des albums et créé des thèmes pour la télévision nationale. Sa vie est restée stable alors que celle d'Anderson a fait les gros titres des tabloïds. Quelque chose a changé lorsqu'ils se sont reconnectés des décennies plus tard. Anderson avait survécu à la politique hollywoodienne, aux relations abusives et aux revers de carrière. Elle avait appris la différence entre se sentir piégé et se sentir aimé. Flick n'a jamais essayé de la mettre cage, il n'a jamais mis de restrictions à sa liberté. Ils ont décidé de se marier le 17 mai 2008, exactement 45 ans après cette première photo. Ils ont trouvé la photo originale de la première à Minneapolis et l'ont fait imprimer sur leur gâteau de mariage. L'inscription disait « Quand nous nous sommes rencontrés, 5 Anderson avait été mariée 3 fois auparavant. Chaque mariage lui a appris ce qu'elle ne voulait pas. Bruce Hasselberg ne pouvait pas supporter son ambition. Ross Bickle ne pouvait pas égaler son dynamisme. Bert Reynolds ne pouvait pas contrôler ses démons. Mais Bob Flick n'a jamais essayé de la changer. Elle avait passé des décennies à fuir l'engagement, convaincue que le mariage signifiait se perdre. Sa relation avec Jeffrey Brown a duré des années parce qu'il n'a jamais fait sa demande. Elle pouvait partir quand elle le voulait, et cette liberté lui semblait plus sûre que les promesses. Flick offrait quelque chose de différent. La sécurité sans chaîne, l'amour sans condition. Anderson a vécu 16 années de plus tant que sa femme. Quand elle est décédée à 69 ans, quelques jours avant son 80e anniversaire,
Lonnie Anderson est décédée. Elle avait 69 ans. L'icône des années 80 est décédée dimanche dans un hôpital de Los Angeles après une longue maladie. Elle est décédée sachant ce que ressentait le véritable amour. Pas la version hollywoodienne, pas le drame des tabloïds, juste deux personnes qui ont attendu 45 ans pour se retrouver. Mais l'amour n'était pas le seul pari qu'Anderson a pris et qui a changé sa vie à jamais. Que s'est-il passé avec un poster de maillot de bain rouge, posté de maillot de bain rouge? Après cette première à Minneapolis, 1963, la vie d'Anderson est devenue une série de portes fermées. Nevada Smith, de Steve McQueen, 1966, lui a donné exactement une scène. Puis plus rien. Près de 10 ans de chômage s'annonçaient. Les apparitions dans SOAT lui permettaient juste de payer son appartement. Phyllis lui a donné quelques lignes. Policewoman et Harry O lui ont offert de petits rôles qui n'ont mené nulle part. Elle a auditionné pour Chrissy dans Three's Company 1977. Les producteurs ont refusé. Ils lui ont plutôt offert un rôle d'invité, comme un prix de consolation. Anderson a souri malgré le rejet et a pris ce qu'elle pouvait obtenir. Puis vint le poster qui a tout changé. Quelque part à Hollywood, un directeur de casting a repéré une image d'Anderson maillot de bain rouge. La pose ressemblait presque à l'affiche célèbre de Farrah Fawcett 1976. Même cheveux blonds, même sourire confiant, même sex appeal qui a vendu des millions d'exemplaires. Hugh Wilson, créateur de WKRP in Cincinnati, a vu ce poster et a pris une décision qui allait définir la carrière d'Anderson. Des années plus tard, Wilson a admis la vérité. Il a choisi Anderson parce que son corps ressemblait à celui de Jane Mansfield et qu'elle possédait la sexualité innocente de Marilyn Monroe. Pas ses capacités d'actrice, pas ses années d'entraînement, son corps. Anderson est devenue Jennifer Marlowe, la réceptionniste sensuelle qui faisait fonctionner une station de radio de l'Ohio difficulté. La série a été lancée en 1968 avec une distribution comprenant Gary Sandy, Tim Reed, Howard Hessman, Frank Bonner et Jan Smithers. Anderson jouait la blonde intelligente qui utilisait son sex appeal pour détourner les appels commerciaux indésirables pour son patron, M. Carlson. La série a eu du mal dans les classements Nielsen. Les dirigeants du réseau s'inquiétaient de l'annulation à chaque saison, mais les adolescents et les jeunes adultes l'adoraient. Les disques jockeys de tout le pays sont devenus des fans dévoués. Le personnage d'Anderson est devenu l'attraction principale, la raison pour laquelle les gens se branchaient chaque semaine. 3 nominations aux Golden Globe ont suivi, 2 nominations aux Emmy Awards. Anderson avait enfin réussi à Hollywood, mais le succès a apporté de nouveaux problèmes. 1980, pendant l'interruption estivale, Anderson a pris la décision la plus audacieuse de sa carrière. Elle a quitté WKRP in Cincinnati au sommet de sa gloire. Pas d'avertissement, pas de négociation progressive. Elle a simplement refusé de revenir à moins que le réseau ne la paie à sa juste valeur. Toute la production s'est arrêtée. Les scripts sont restés inachevés. Les membres de la distribution ont attendu. Les dirigeants du réseau ont paniqué. Anderson avait un levier et elle n'avait pas peur de l'utiliser. Pendant que les négociations étaient au point mort, elle a joué dans le film sur la vie de Jane Mansfield pour la télévision. Elle a pris d'autres emplois, prouvant qu'elle n'avait pas besoin de WKRP pour survivre. Le réseau pouvait trouver un remplaçant ou répondre à ses demandes. Les dirigeants de la télévision avaient déjà eu affaire à des acteurs difficiles, mais le timing d'Anderson était parfait. La série avait trouvé son public. Les ventes de marchandises grimpaient, les accords de syndication semblaient prometteurs. Ils avaient plus besoin de Jennifer Marlowe qu'Anderson n'avait besoin d'eux. Le réseau a cédé. Ils ont accepté son augmentation de salaire substantielle. Anderson est revenu pour la dernière saison, restant jusqu'à l'annulation de la série 1982. Mais cette démonstration de force a créé des ennemis à Hollywood. Les dirigeants se souvenaient des acteurs qui avaient pris des productions otages. Ils chuchotaient le nom d'Anderson dans les salles de conférence comme quelqu'un qui ne pouvait pas être contrôlé. Le poster de maillot de bain rouge l'avait rendu célèbre. La grève l'avait rendu riche. Les 2 décisions la hantraient pendant des années. Le succès à Hollywood a toujours un prix,
et Anderson était sur le point d'apprendre exactement combien coûterait son indépendance. Ce prix est devenu clair lorsqu'Anderson a rencontré la plus grande star d'Hollywood, 1981. Ce qui a commencé comme une romance est devenu quelque chose de beaucoup plus sombre. Le divorce le plus toxique d'Hollywood. Burt Reynolds était le chouchou de l'Amérique 1981. Le séducteur à moustache avait conquis le box-office avec Smokey and the Bandit et The Longest Yard. Les femmes l'aimaient, les hommes voulaient lui ressembler. Quand il a rencontré Lonnie Anderson, cela ressemblait à une destinée. Leur premier projet ensemble a été Stroker Ace 1983. La comédie de course a été un échec auprès des critiques et du public. La carrière de Reynolds commençait à décliner, mais Anderson est resté à ses côtés. Ils avaient l'air parfait ensemble lors des premières. Les couvertures de magazines présentaient leurs visages souriants. La royauté hollywoodienne à son meilleur. Ils se sont mariés 1998 après 7 ans ensemble. Anderson pensait avoir trouvé son prince. Reynolds semblait différent de ses précédents maris. Il était confiant, prospère et charmant. Le monde entier aimait Burt Reynolds. Derrière des portes closes, quelque chose d'autre se passait. Reynolds avait un tempérament qui correspondait à son ego. Le succès l'avait rendu contrôlant. Il s'attendait à ce qu'Anderson soit la femme hollywoodienne parfaite, belle et silencieuse. Quand elle avait des opinions, il ne voulait pas les entendre. Quand elle travaillait, il se sentait menacé. Anderson est restée silencieuse sur les problèmes. Elle avait déjà survécu à des mariages ratés. Elle savait comment sourire lors des premières et cacher les ecchymoses avec du maquillage. Reynolds était monsieur merveilleux pour le monde. Qui la croirait si elle parlait? Les fissures ont commencé à apparaître au début des années 90. La carrière cinématographique de Reynolds était déclin. Sa confiance s'est fissurée. Il a commencé à utiliser des substances nocives pour faire face à la pression. Anderson a regardé son mari devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Juin 1993, le représentant de Reynolds a annoncé leur séparation. Le mariage était irrémédiablement brisé, disait la déclaration. Différentes priorités, différents objectifs. Le langage habituel de rupture hollywoodienne ne signifiait rien. Mais ce divorce était différent. Reynolds a commencé à parler aux journalistes, faisant des accusations. Il a affirmé qu'Anderson avait trompé premier. Il a admis avoir été impliqué avec une autre femme, mais seulement après s'être convaincu qu'Anderson était infidèle. Anderson est restée silencieuse pendant 2 ans. Elle a laissé Reynolds contrôler le récit pendant que les avocats se battaient piétés pour l'argent et la garde de leur fils adoptif, Quinton. Elle a enduré des chuchotements lors de fêtes de l'industrie. Les gens ont choisi leur camp sans connaître la vérité. Puis Anderson a brisé son silence 1995. Elle a déclaré à SF Gate que Reynolds l'avait physiquement agressé à plusieurs reprises. Les attaques se sont produites lorsqu'il était sous l'influence de substances nocives. Elle a dit que la star de cinéma bien-aimée du monde avait frappé sa femme derrière des portes closes. Anderson a révélé la menace la plus glaçante de Reynolds. Burt disait toujours « Personne ne me croirait jamais parce que j'étais monsieur merveilleux et que le monde m'aimait. » Il avait raison. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Reynolds avait passé des décennies à construire son image de charmant gentleman du Sud. Anderson ressemblait à l'ex-femme amère, essayant de détruire sa réputation. La guerre financière a traîné pendant des décennies. Anderson a affirmé que Reynolds était constamment en retard avec les paiements de pensions alimentaires, 15 000 $ par mois pour leur fils Quinton. Parfois, les chèques arrivaient des semaines retard. Parfois, ils n'arrivaient pas du tout. Reynolds a déclaré faillite 1996. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas se permettre les paiements. Pendant ce temps, il a continué à faire des films et des émissions de télévision. Les avocats d'Anderson se sont battus pour saisir son salaire. Le divorce n'a officiellement pris fin que 2015, 22 ans après leur séparation. Reynolds a finalement écrit un chèque de 154,51 $ pour clore l'affaire. À ce moment-là, Reynolds avait reconstruit sa carrière avec Boogie Nights et d'autres films. Il avait trouvé un nouvel amour. Anderson avait épousé Bob Flick et avait trouvé la paix. Lorsque Reynolds est décédé en 2018, Anderson a fait preuve d'une grâce qui a surpris tout le monde. Elle l'a qualifié de grande partie de ma vie pendant 12 ans et a dit que son rire lui manquerait,
Mais le mal était fait. Ces 12 années avaient appris à Anderson que l'amour pouvait être une arme, que la gloire pouvait cacher de terribles secrets, que parfois les personnes que le monde aime le plus sont celles qui vous blessent le plus le plus profondément. Le divorce n'était pas la seule bataille d'Anderson dans les années 90. Les dirigeants d'Hollywood l'avaient catalogué comme une source de problèmes. Mais réussirait-il à la détruire? Les jeux de pouvoir d'Hollywood et comment elle s'est défendue. Les chuchotements ont commencé dans les salles de conférence du réseau avant même que Reynolds ne frappe Anderson. Elle avait quitté WKRP in Cincinnati 1980, prenant otage toute une production jusqu'à ce qu'il réponde à ses exigences salariales. Les dirigeants de la télévision n'oublient pas les acteurs qui leur coûtent de l'argent et du sommeil. Au début des années 90, la réputation d'Anderson l'a précédée à chaque réunion de casting. Difficile, exigeante, coûteuse, le genre d'actrice qui pensait avoir du pouvoir dans une ville qui écrasait les gens pour moins. Le premier coup est arrivé lorsque Reynolds a décroché sa sitcom Evening Shade 1990. Anderson supposait qu'elle jouerait aux côtés de son mari. Ils étaient le couple hors d'Hollywood. Le réseau avait d'autres plans. Les dirigeants ont catégoriquement rejeté Anderson pour la série. Ils ne voulaient pas de son drame, de ses exigences ou de son fardeau. Au lieu de cela, ils ont choisi Marilu Henner comme épouse de Reynolds à la télévision. Anderson a dû regarder une autre actrice jouer face de son mari dans la vraie vie à la télévision nationale. L'humiliation était publique et délibérée. Hollywood envoyait un message. Le mariage avec Burt Reynolds ne la protégeait pas de la politique de l'industrie. Si quoi que ce soit, cela la rendait plus vulnérable. Ensuite, Delta Burke a été renvoyée de Designing Women 1991. La sitcom à succès de CBS avait besoin d'un remplaçant pour le personnage de Susan Sugarbaker de Burke. L'agent d'Anderson a poussé fort pour le rôle. Elle avait les compétences comédie, la reconnaissance de nom et le bon look. Les producteurs la voulaient, les créateurs la soutenaient, mais les dirigeants du réseau ont eu le dernier mot, et ils ont dit non. Non pas parce qu'Anderson ne pouvait pas gérer le rôle, mais parce qu'elle avait demandé trop d'argent. Sa demande de salaire était trop élevée pour une actrice qu'ils avaient déjà étiquetée comme une source de problèmes. Anderson a regardé Designing Women continuer sans elle. La série a traîné pendant 3 saisons de plus avec différentes actrices essayant de remplir les chaussures de Burke. Aucune d'entre elles n'avait le pouvoir de star d'Anderson, mais elle savait pas non plus sa réputation. Ce n'étaient pas des divergences créatives, c'était des passages à tabac punitifs, déguisés décisions commerciales. Les dirigeants d'Hollywood enseignaient à Anderson que le talent ne signifiait rien sans leur approbation. Elle a réussi à revenir, tant que Jennifer Marlowe, pour 2 épisodes de la nouvelle WKRP in Cincinnati 1991. La série de suite ressemblait à une tentative désespérée de recapturer la vieille magie. Anderson a pris le travail parce qu'elle avait besoin, pas parce qu'elle le voulait. 1993, elle rejoignait la distribution de Nurses tant qu'administratrice d'hôpital Casey McAfee, un rôle de soutien dans une comédie médicale que peu de gens regardaient. Ça m'a pété. Anderson était passé des nominations aux Emmy Awards à des pensées après coups télévisés moins de 5 ans. Mais Anderson a refusé de disparaître tranquillement. Elle avait déjà survécu au chômage, au mariage raté et à la liste noire de l'industrie. Elle savait comment se réinventer lorsque le système essayait de la détruire. Elle s'est diversifiée au-delà des sitcoms. Travail de voix dans All Dogs Go to Heaven, 1989, un rôle de soutien dans The Lonely Guy avec Steve Martin, 1984, des téléfilms qui mettaient valeur sa gamme dramatique, sa représentation de la comédienne Thelma Todd dans White Hot, The Mysterious Murder of Thelma Todd. 1981 a obtenu les éloges de la critique. Anderson a prouvé qu'elle pouvait gérer des sujets sérieux lorsqu'on lui donnait l'occasion. Elle a trouvé un but au-delà du divertissement. Ayant grandi avec des parents fumeurs, Anderson les avait vus souffrir de bronchopneumopathie chronique obstructive. 1999, elle est devenue porte-parole de la BPCO. Ensemble, transformer une tragédie personnelle, défense publique. L'ère d'Internet a apporté de nouvelles opportunités.
Anderson a joué dans la série Web My Sister Is So Gay de 2016 à 2020. Sabam Prambi Sapesi. Elle est apparue sur MTV 2018, faisant la promotion de la télévision classique auprès de nouveaux publics. Son projet final était Ladies of the 80s, A Divas Christmas 2023. Anderson a partagé l'écran avec Linda Gray, Morgan Fairchild, Donna Mills et Nicolette Sheridan, 5 actrices qui avaient survécu aux tentatives d'Hollywood de se débarrasser des femmes vieillissantes. Anderson était passée de victime à survivante. L'industrie qui a essayé de la faire taire n'avait fait que renforcer sa voix. Même si sa voix est devenue plus forte avec l'âge, son corps l'abandonnait tranquillement. Quel secret de famille a été révélé dans ces derniers instants? Le dernier chapitre. Le 3 août 2024 a commencé comme n'importe quel autre jour à l'hôpital de Los Angeles. Anderson luttait contre une longue maladie depuis des mois. Les détails sont restés privés, mais sa famille savait que la fin approchait. Quelques jours avant son 80e anniversaire, la femme qui avait survécu aux pires punitions d'Hollywood perdait sa dernière bataille. Sa publiciste, Cheryl J. Kagan, recevait des appels de journalistes depuis des semaines. L'état d'Anderson n'était pas encore connu du public. La famille voulait de l'intimité pour ces derniers moments. Pas de paparazzi, pas de spéculation de tabloïds, juste les gens qu'il avait aimés à travers tout. Bob Flick tenait la main de sa femme alors qu'elle s'éteignait. 16 ans de mariage lui avaient appris qu'Anderson avait besoin d'une force tranquille, pas de gestes dramatiques. Il avait attendu 45 ans pour la trouver. Maintenant, il la perdait pour toujours. La déclaration de la famille est arrivée quelques heures plus tard. Nous avons le cœur brisé d'annoncer le décès de notre chère épouse, mère et grand-mère. Des mots simples qui ne pouvaient pas capturer ce qu'Anderson signifiait pour les personnes autour de son lit. Mais la vraie histoire n'était pas dans le communiqué de presse, c'était dans les visages des membres de la famille qui s'étaient rassemblés pour dire au revoir. Deidre Hoffman se tenait à côté du lit de sa mère, retenant ses larmes. La fille d'Anderson, issue de son premier mariage avec Bruce Hasselberg, avait vu sa mère survivre à 3 mariages ratés avant de trouver le bonheur avec Bob Flick. Le mari de Deidre, Charlie et leurs filles Mackenzie et Megan ont complété une partie de l'arbre généalogique complexe d'Anderson. Quinton Anderson Reynolds était là aussi, le fils qu'Anderson avait adopté pendant son mariage toxique avec Bert Reynolds. Bien qu'il ait été témoin du divorce amer de ses parents, Quinton avait entretenu des relations avec les deux. Il avait accompagné sa mère dans l'allée lorsqu'elle a épousé Bob Flick 2008. Adam Flick, le fils de Bob issu d'une relation précédente, avait adopté Anderson comme sa belle-mère. Sa femme, Hélène, a fait entrer leurs enfants, Félix et Maxime Léon, dans la vie d'Anderson tant qu'arrière-petits-enfants qu'elle chérissait. Anderson avait construit la famille aimante qui lui avait échappé pendant des décennies. Ce n'était pas des relations hollywoodiennes construites sur des contrats et la commodité. C'était des liens forgés grâce à la détermination d'Anderson à briser le cycle des familles à familles brisées et qui avait défini sa jeunesse. Quand Anderson est décédée le 3 août, elle était décédée sachant qu'elle avait gagné la seule bataille c'est la seule bataille qui comptait. Lonnie Anderson était toujours pleine forme. Elle avait toujours l'air fantastique et nous espérions la voir davantage à la suite de cela et il est vraiment triste qu'elle soit la première à décéder. Pas contre les dirigeants d'Hollywood ou les maris abusifs ou les revers de carrière, contre la croyance qu'elle n'était pas digne d'un amour inconditionnel. L'acte de décès d'Anderson indiquerait son âge comme 69 ans et sa profession comme actrice. Mais les personnes présentes dans cette pièce connaissaient sa véritable identité. Épouse, mère, grand-mère. Les rôles qui comptaient le plus étaient ceux qui ne faisaient jamais la une des journaux. Fin de compte, la femme qui avait passé des décennies à fuir l'engagement est décédée. Entourée des personnes qui avaient prouvé que certaines promesses valent la peine d'être tenues. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez et abonnez-vous. De plus, consultez une autre vidéo intéressante
cliquant sur la vidéo affichée sur votre écran. Rendez-vous de l'autre côté.